Bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter un certain nombre d'exercices des travaux dirigés de la physiologie cardiovasculaire. Donc, dans cette première vidéo, on va traiter un seul exercice. Alors, comme vous le voyez, la notion physiologique qu'on va traiter dans cet exercice, c'est la notion d'inexcitabilité périodique du myocarde et de voir aussi sa conséquence sur le fonctionnement du système cardiovasculaire. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, il s'agit d'un cœur de grenouille qui est monté in situ sur un cardiographe. Les contractions automatiques sont enregistrées sur un cylindre enregistreur et ce cylindre, donc il tourne à une vitesse de 250 mm par minute. Alors, d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire une expérience in situ. Ça veut dire que le cœur, il est toujours en relation avec le reste du corps de l'animal. Donc, il y a toujours une circulation sanguine, il y a toujours une régulation nerveuse qui est en cours. À l'inverse de ce qu'on appelle un cœur isolé perfusé, là, c'est un cœur qui est séparé totalement du reste du corps. Donc là, le cœur, il est en place, il est sur l'animal, donc il est montré sur un cardiographe, donc c'est l'appareillage qui permet d'enregistrer la fonction cardiaque. Alors ce qui est enregistré exactement ici, ce sont les contractions automatiques du cœur, donc c'est l'activité mécanique ou bien l'activité musculaire du myocarde. Et ceci est enregistré sur un cylindre enregistreur, vous savez ce que c'est, et ce cylindre sur lequel est entouré un papier blanc en contact avec une plume. Et ce cylindre, il tourne à une vitesse sélectionnée qui est de 250 mm par minute. Alors, le résultat de cette première partie de l'expérience, c'est l'obtention du tracé numéro 1. Et comme vous le voyez, donc, il y a un certain nombre de cycles cardiaques qui se répètent. La première question de l'exercice, c'est analyser le tracé. Et le deuxième volet de la question 1, c'est de calculer la fréquence du battement du cœur. Donc il y a deux volets dans la première question. La première, c'est analyser. La deuxième, c'est de faire un calcul de la fréquence cardiaque. Alors, première chose, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire analyser. Analyser, ce n'est pas forcément expliquer. Si on vous demande de faire une analyse, c'est-à-dire il suffit de décrire ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a dans le tracé, il est composé, faire deux mesures si c'est possible. Mais l'analyse, ça s'arrête au niveau à ce niveau-là. L'explication, c'est autre chose. Alors, on va commencer par répondre à cette première question. Alors, le tracé qui est montré dans l'exercice, le tracé numéro 1, vous avez des événements qui sont cycliques et qui se répètent. Alors, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on doit dire? On va dire que le cardiogramme qui est obtenu, il est constitué par une activité musculaire du myocarde et cette activité, elle est périodique ou bien elle est cyclique. Donc, c'est un cycle qui se répète. Et chaque cycle, comme vous le voyez ici, ils ont tous la même amplitude, et également ils ont la même durée. Donc ce sont des cycles qui sont identiques et qui se répètent. Alors dans l'exercice, on a juste le tracé, mais on n'a pas donné les échelles verticales et horizontales. Si on avait donné les échelles, ces deux échelles, à ce moment-là, il faut mesurer, donner la valeur numérique de l'amplitude et celle de la durée. Donc ça aussi, ça fait partie de l'analyse. Alors, on continue toujours dans cette analyse, c'est qu'il faut décrire maintenant le cycle. Si on prend un seul cycle, c'est celui-là, ce cycle, on voit qu'il est formé par deux parties, ou bien deux phases. Une phase qui monte et une phase qui descend. Et puisque d'après l'exercice, on dit qu'on est en train d'enregistrer l'activité
automatique du myocarde. Donc automatiquement, la première phase, c'est ce qu'on appelle une systole et la deuxième phase, c'est une diastole. Ou bien contraction, relâchement. Donc, je répète pour l'analyse, on va vous dire que le tracé numéro 1, ça représente les contractions ou bien les cycles de l'activité musculaire qui se répètent et ces contractions sont identiques du point de vue amplitude et durée. Et chaque cycle, il est composé de deux phases. La première, c'est la systole ou contraction. La deuxième, c'est diastole ou relâchement. Donc là, c'est la réponse à la première partie de la question. La deuxième partie de la question, on vous demande de calculer la fréquence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque, c'est, donc je reschématise le cycle cardiaque. Calculer la fréquence cardiaque, c'est-à-dire se trouver une valeur, un chiffre qui sera exprimé en battements par minute. C'est-à-dire de déterminer le nombre de cycles cardiaques que va faire le cœur pendant une minute. Alors, pour cela, on revient d'abord à la définition simple de la fréquence. La fréquence, ça représente quoi physiquement? C'est le nombre d'événements qui va se reproduire d'une façon cyclique par unité de temps. Là, c'est des battements par minute. Vous savez que la fréquence cardiaque, la fréquence tout court, c'est l'inverse de la période T. Et T, qu'on appelle la période, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la durée du cycle de la révolution cardiaque. Donc, par exemple, là, j'ai une période, ça c'est T, ça c'est 2T, 3T, et ainsi de suite. Donc, je peux prendre autant de cycles que je veux. Alors, nous, on va pas utiliser cette formule directement, mais on va utiliser un autre calcul très simple, c'est en utilisant une donnée de l'exercice. Si vous vous rappelez, on a dit que les contractions automatiques sur un tambour qui tourne, donc un cylindre enregistreur, et le cylindre, il tourne à une vitesse de rotation qui est égale à 250 mm par minute. Donc on aura besoin de cette valeur-là. Alors, comment calculer la fréquence cardiaque? Alors, la fréquence cardiaque, on peut mesurer cette distance, donc la distance d'un seul cycle. Je peux prendre la distance de 2 cycles, de 3 cycles, donc je suis libre. Donc je prends autant de cycles ou bien autant de périodes que je peux, mais le résultat final, il est toujours le même. Alors, ce qu'on va faire dans notre exercice, on va prendre la totalité des cycles. Donc, sur le papier que vous avez tous les cycles. Avec une règle, on va mesurer cette distance. La distance totale du premier cycle, du début du premier cycle jusqu'à la fin du dernier cycle. Alors, une fois qu'on aura mesuré cette distance, donc dans l'exercice, on l'a fait. Si vous mesurez, vous allez trouver une distance qui est égale à 10 cm. C'est-à-dire, c'est 100 mm. Je prends la totalité des cycles. Alors, une fois que j'aurai mesuré cette distance, je vais compter combien y a-t-il de cycles dans cette distance. Lorsqu'on compte sur la feuille de l'exercice, on trouve qu'on a 12 cycles, c'est-à-dire 12 battements. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que dans 100 mm, cette distance, j'ai combien de cycles? J'ai
12 cycles ou bien 12 battements. Alors, avec cette donnée et avec cette deuxième donnée dans l'exercice, si dans 100 mm j'ai 12 battements, donc je peux poser la question suivante, combien y a-t-il de battements dans 250 mm? Donc un simple calcul, une règle de 3. Alors, la valeur que je vais trouver ici est égale à 250 multiplié par 12 divisé par 100. Alors, si on fait ce calcul, ce calcul, on trouve une valeur qui est égale à 30 battements. Alors, une fois qu'on a déterminé ça, on va dire que dans 250 mm, je viens de trouver qu'il y a 30 battements. Et je sais aussi que 250 mm, ça dure combien? Ça dure 1 minute. Donc, par transitivité, 250 mm, il y a 30 battements, et 250 mm, ça dure 1 minute. En fin de compte, j'ai combien de battements par minute? J'ai 30 battements par minute. Et là, je trouvais une fréquence, une valeur qui s'exprime en battements par minute, donc c'est la fréquence cardiaque. Et ça, c'est le résultat à la question. Calculer le nombre de battements par minute. Alors, 30 battements par minute, c'est une valeur qui est normale. C'est une valeur qui est normale. Rappelons qu'on travaille sur le cœur de grenouille. Ce n'est pas le cœur humain, donc 70-75. La fréquence cardiaque, elle dépend de l'espèce. Donc là, chez l'homme, c'est 60, 75, 70 battements par minute. Chez la grenouille, c'est aux alentours de 30, 25, 35 battements par minute. Je donne un autre exemple, par exemple, chez le rat ou chez la souris. Là, c'est beaucoup plus, c'est 350 battements par minute. Donc, on va dire pour le cœur de la grenouille, ça, c'est un rythme respiratoire qui est tout à fait normal. Donc là, on a répondu à la première question, donc faire l'analyse et calculer la fréquence cardiaque. La deuxième question, qui est la suivante, c'est une question, en fait, c'est une question de cours. On vous demande de parler brièvement l'origine de l'automatisme du cœur. Donc là, c'est une question d'application, puisque le cœur, c'est un organe qui est automatique. Vous devriez donc répondre à cette question en mentionnant quel est le point de départ de l'automatisme du cœur. Alors, pour répondre à cette question, donc là, on ne va pas écrire ensemble un texte, mais je vais tout simplement vous orienter en vous donnant des éléments de réponse, des mots-clés qui doivent apparaître dans la réponse. Donc là, c'est du texte qu'il faut faire. Alors, l'origine de l'automatisme du cœur. On sait que le cœur, donc vous le savez, le cœur, c'est un organe qui est doué d'automatisme. Alors, quelle est l'origine de son automatisme? Vous savez que le cœur, il est formé par des cellules, plusieurs types de cellules, mais ce qui nous intéresse ici, on a les cellules dites pacemaker, et bien sûr, on a le myocarde qui est le muscle cardiaque. Alors, le myocarde, c'est un muscle, ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'automatisme. Donc, ce n'est pas
c'est pas ça. Donc, la réponse, elle doit se focaliser au niveau des cellules pacemaker. Alors, les cellules pacemaker existent dans deux endroits au niveau cardiaque. On trouve deux zones ou bien deux nœuds, ce qu'on appelle le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Mais les cellules du nœud sinusal se trouvent au niveau de l'oreillette droite. Les cellules pacemaker du deuxième nœud auriculo-ventriculaire, c'est à cheval entre oreillette et ventricule. Mais ce sont les cellules du nœud sinusal qui constituent le point de départ de l'automatisme. Alors, comment ces cellules induisent l'automatisme cardiaque? Ces cellules, elles envoient un potentiel d'action qu'on appelle le potentiel d'action sinusal. Et ce potentiel d'action, il est caractéristique par un certain nombre de points, donc je vais le reschématiser ici. Ce potentiel d'action, il a cette forme. Il est composé par deux phases. Sachant que son potentiel de repos, c'est aux alentours de moins 60 millivolts, donc c'est une valeur positive, c'est une valeur beaucoup plus grande que celle que vous avez vue pour d'autres types de cellules musculaires squelettiques, cellules nerveuses. Là, c'est une valeur beaucoup plus élevée, elle est positive, et surtout, elle change. C'est une valeur qui est instable, et si elle change, c'est-à-dire qu'elle donne place à une pente qu'on appelle la pente de dépolarisation diastolique. Et puis, lorsque cette pente va cette pente, elle va ramener le potentiel de membrane à un niveau seuil, et ça va déclencher la première phase du potentiel d'action qui est la dépolarisation, sachant que là, il s'agit d'un canal calcique, c'est une entrée de calcium, et puis une phase de repolarisation caractérisée par une sortie du potassium à travers les canaux potassiques. Mais ce qui est important ici pour répondre à notre question, c'est la pente de dépolarisation diastolique. Parce que c'est cette pente qui permet de ramener le potentiel de membrane à la valeur critique et à la valeur seuil. Et à chaque fois qu'il y a un potentiel d'action du nœud sinusal, que va faire le cœur? Le cœur, il va faire un battement. Donc, vous voyez que le point de départ de l'automatisme, c'est les cellules pacemaker. Plus précisément, ce sont les cellules du nœud sinusal. Comment ces cellules vont-ils induire un battement du cœur? Ils vont émettre une activité électrique, un potentiel d'action sinusal, caractérisé par sa pente de dépolarisation diastolique. Et c'est cette pente qui permet donc de déclencher un potentiel d'action sinusal. Ce potentiel d'action sinusal, il va se propager vers les oreillettes, les deux oreillettes. Les cellules pacemaker du nœud auriculo-ventriculaire vont reprendre le relais pour stimuler les deux masses ventriculaires. Donc, ça stimule les cellules auriculaires et ventriculaires, et ces cellules-là vont donc se contracter, donc donner un battement cardiaque. Donc, d'une façon générale, ce sont donc les mots-clés qui doivent apparaître dans la réponse à cette question, donc qui était d'écrire brièvement l'origine de l'automatisme du cœur. Alors, on continue maintenant la suite de l'expérience. Donc, dans le premier tracé, on a enregistré les contractions automatiques. Donc là, puisque le cœur, c'est un organe automatique, on n'a pas besoin d'une stimulation externe. On enregistre et on a les cycles. Mais là, pour des raisons scientifiques de recherche, on va apporter une modification à l'expérience en stimulant le muscle cardiaque. Donc, on va utiliser un stimulateur externe. Alors, tout en continuant l'enregistrement spontané du cœur, une stimulation électrique supraliminaire S est appliquée sur le cœur, sur le myocarde ventriculaire, à deux instants différents. Le premier en T1 et le deuxième en T2. Et on obtient le tracé numéro 2. La question 3, c'est analyser
la réponse du cœur à ces deux stimulations en T1 et T2. Donc là, c'est juste analyser. Donc on va dire ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, quels sont les changements qui apparaissent sur le tracé, mais je ne vais pas m'en aventurer dans l'explication. Ça, c'est l'objet de la question suivante. Donc je relis l'expérience tout en continuant l'enregistrement automatique du cœur. Donc le cœur, il fait ses cycles automatiques, systole, diastole, systole, diastole. En plus de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un stimulateur, on va brancher les électrodes stimulatrices sur le muscle cardiaque, plus précisément sur le ventricule, et on va le stimuler. À chaque fois, on donne une stimulation. Alors cette stimulation, c'est une stimulation électrique, mais elle est supraliminaire. Supraliminaire, c'est-à-dire que c'est une stimulation du point de vue intensité, elle est suffisante pour qu'il y ait une réponse, pour que le cœur réponde. Donc supraliminaire, elle est égale ou elle dépasse le seuil. À l'inverse, on a les stimulations infraliminaires. Donc dans l'expérience, là, il n'y a pas de problème au niveau de l'intensité. On utilise une stimulation avec une intensité qui est suffisante pour qu'il y ait une réponse. Donc ces deux stimulations, elles sont identiques, mais elles sont appliquées à des instants du cycle cardiaque qui sont différents. Donc si vous regardez T1 et T2, la stimulation T1, à quelle phase du cycle cardiaque? Elle est appliquée au cours de la systole. La deuxième stimulation, T2, elle est appliquée lorsque le muscle cardiaque entame la réponse et on envoie la stimulation. Alors, pour répondre à cette question, donc je reprends le schéma. Donc je vais utiliser la couleur blanche, c'est mieux. Donc ça, c'est le cycle normal. Je rappelle qu'on a ici le cœur qui est en train de faire son activité automatique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va on va le brancher à un stimulateur électrique et on met les crochets en contact sur le myocarde ventriculaire et on va stimuler à des instants plus précis. Alors, comment ça se passe pratiquement? Donc, l'expérimentateur, il est là, devant son poste, le cœur, il est en train d'enregistrer, de battre automatiquement. On voit le cylindre qui tourne. Il a posé les crochets excitateurs sur le cœur, il a le doigt sur le stimulateur. Alors, que fait la plume sur le cylindre? La plume, elle monte, c'est la systole, elle descend, c'est la diastole. Et lorsqu'il voit que la plume monte, c'est-à-dire que le cœur, il va entamer sa systole, l'expérimentateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer sur le bouton. Donc, il va envoyer la première stimulation. Donc, la première stimulation, elle est appliquée au cours de la systole du cœur. Alors, pour la stimulation T2, donc on fait ça. La stimulation T2, elle est appliquée non pas au cours de la systole, mais lorsque le cœur commence à faire commence à se relâcher. Donc, à ce moment-là, on dit que la deuxième stimulation T2. Donc, d'après les résultats, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ça, c'est l'effet de la stimulation T2. Et là, je vais schématiser l'effet de la stimulation T2. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ce tracé-là. Et après, le cycle cardiaque va reprendre comme avant. Alors, analyser le tracé, comme j'ai dit, ça revient à décrire ce qui se passe avec la stimulation T1 et ce qui se passe avec la stimulation T2. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans l'analyse? Je veux dire que lorsque la stimulation électrique supraliminaire est appliquée pendant la phase de contraction ou la phase de systole du cœur, est-ce qu'il y a un changement au niveau du cardiogramme? Donc, il n'y a aucun changement. Donc, aucune variation du tracé. C'est-à-dire que le cœur, vous le stimulez ou vous ne le stimulez pas pendant la systole, il continue à faire son automatisme. Donc, l'automatisme cardiaque, là, il n'est pas perturbé. Par contre, si la stimulation est envoyée ou bien est appliquée pendant la phase de la diastole, c'est-à-dire que le muscle cardiaque il commence à
se relâcher, là, vous le stimulez, regardez le changement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cœur, il va continuer à se relâcher? Donc là, il n'y a pas de relâchement, hein. Le cœur, il s'arrête de se relâcher. Par contre, il va donner une nouvelle contraction. Ou bien cette stimulation T2 va donner naissance à un nouveau cycle qu'on appelle tout simplement, c'est une extrasystole. C'est une extrasystole. Et cette phase-là, ce cycle-là, elle est suivie par une phase pendant laquelle le cœur il reste en arrêt, hein, pendant un certain moment, hein, une phase dite de repos. Et d'ailleurs, cette phase-là, on l'appelle la phase du repos compensateur. La phase du repos compensateur. Donc, dans cette partie de l'expérience, lorsque la stimulation est appliquée pendant la diastole, on voit que le cœur interrompt son relâchement. Par contre, on voit apparaître un nouveau cycle cardiaque, c'est une extrasystole, suivi par une phase où le cœur reste non actif, donc il est au repos, qui s'appelle le repos compensateur. Après cela, le rythme cardiaque, il va reprendre tout à fait normal. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire dans l'analyse. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, donc ça c'est le même tracé que tout à l'heure. On vous dit que, en se basant sur l'activité électrique du myocarde, expliquer les résultats obtenus. Quels sont les résultats? La modification ici, donc là vous avez l'extrasystole, ça c'est l'extrasystole et ça c'est le repos compensateur. Expliquer pourquoi là il n'y a aucun changement et expliquer pourquoi il y a un grand changement au niveau du cardiogramme. Mais l'étudiant, il est orienté dans la réponse. On lui dit en se basant sur l'activité électrique du myocarde. Lorsqu'on dit activité électrique du myocarde, c'est le potentiel d'action en fait. Donc là, il faut revoir la notion du potentiel d'action qui existe au niveau du myocarde. Alors, pour répondre à cette question, donc là, on vous dit, bien sûr, c'est expliquer. Donc, pourquoi là, il n'y a pas de réponse et pourquoi il y a des réponses qui sont là. Alors, avant de répondre à cette question, on est obligé d'ouvrir une parenthèse de rappel. Je veux rappeler certaines choses que vous avez déjà vues précédemment dans le module de biophysique, donc en semestre 3, que je vais rappeler. Vous avez vu le potentiel d'action de l'axone. Le potentiel de l'axone, donc, il est formé par trois phases, une dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. La dépolarisation, vous le savez, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une entrée du sodium à travers le canal calcique. Donc, le canal sodique. C'est une entrée du sodium à travers le canal sodique. Alors, ce canal sodique, il a une structure qui est la suivante. Ça, c'est la membrane. Ça, c'est le côté externe. Ça, c'est le côté cytoplasmique, le côté interne. Et ça, c'est le canal sodique, hein, le sodium qui va passer de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, ce canal sodique, il a la possibilité de s'ouvrir pour que le sodium entre et la possibilité de se fermer pour arrêter l'entrée du sodium. C'est pour cela que ce canal, il possède deux systèmes qui permettent de l'ouvrir et de le fermer. Le premier système, c'est ce qu'on appelle la porte M, ça se trouve du côté extracellulaire, et la porte H qui se trouve du côté intracellulaire. Donc ce sont deux systèmes, deux portes qui permettent de réguler l'ouverture ou la fermeture du canal sodique. Alors,
pour que le sodium puisse passer de l'extérieur vers l'intérieur, il faut que la porte M soit ouverte et la porte H soit aussi ouverte. Donc là, le canal se trouve dans un état qu'on appelle l'état activé. C'est le sodium qui entre, c'est lui qui est responsable de la dépolarisation. Arrivé au pic du potentiel d'action, là, la dépolarisation s'arrête, mais ça sera le tour de la repolarisation. Vous savez, la repolarisation, c'est la sortie du potassium, mais en même temps, le canal sodique, qu'est-ce qu'il va faire au cours de la repolarisation? Il va commencer à se fermer. Donc, il va passer vers un autre état, qui est l'état, qui est le suivant. Le canal sodique, il va se fermer. Alors, il va se fermer par la porte M, par la porte H, ou les deux. En fait, en réalité, il va se fermer par la porte H, alors que la porte M va rester ouverte. Donc, il suffit qu'un seul système se ferme pour dire que le canal, il est ouvert. Donc là, le canal, ce n'est plus un canal ouvert, c'est un canal qui est fermé. Donc, il a passé d'un état activé à un état inactivé. À un état inactivé. Seulement, donc c'est un canal qui est fermé. Alors, pour ouvrir ce canal, il faut bien sûr le stimuler. Alors, si on stimule les canaux sodiques qui sont dans un état inactivé, est-ce qu'on va pouvoir les ouvrir? La réponse est on ne peut pas les ouvrir. C'est-à-dire que passer de l'état inactivé à l'état activé, ça n'existe pas. Il faut que le canal sodique change de position, il passe dans une autre situation où le canal sodique sera fermé par la porte M et H, elle est ouverte. Vous voyez que dans cette situation, le canal est fermé, mais pas de la même façon. Là, il va passer de l'état inactivé à un autre état qu'on appelle l'état désactivé. Et c'est un passage qui est dans ce sens. Activé, inactivé, désactivé, et sachez que le passage inactivé vers activé est impossible. Donc, pour ouvrir les canaux qui sont inactifs, il faut qu'ils passent vers une autre conformation, c'est l'état désactivé, et après là, un canal qui est fermé par M, donc il est désactivé, une stimulation, donc elle va pouvoir les ouvrir. Et c'est ce qui se passe ici. Donc avant la stimulation, là les canaux sodiques sont désactivés, là ils sont activés, état inactivé, ils repassent vers et ainsi de suite. Autre rappel dont on aura besoin aujourd'hui, c'est que vous savez que le potentiel d'action, celui de l'axone, donc là on parle du potentiel d'action de l'axone, donc c'est la même chose pour le muscle squelettique, sa durée c'est de 2 millisecondes. Et autre chose que vous avez étudié l'année passée, toujours dans le cadre des rappels, vous avez étudié la notion de période réfractaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire période réfractaire? Si je prends une cellule, n'importe laquelle, que je vais stimuler, stimulation supraliminaire, cette cellule, donc, elle peut soit répondre, soit ne pas répondre. Si elle répond, on dit que c'est une cellule excitable. Si elle ne répond pas à ma stimulation, donc on va dire que c'est une cellule inexcitable. Donc cette cellule qui ne répond pas et qui devrait répondre, elle est en phase d'inexcitabilité ou bien elle est en période réfractaire. Donc période réfractaire, c'est une période d'inexcitabilité. C'est-à-dire que la cellule ne répond pas à la stimulation. Donc réfractaire, la période réfractaire, c'est une période pendant laquelle, si on porte une stimulation sur une cellule, stimulation supraluminaire sur la cellule ne répond pas, alors qu'elle devrait faire. Également, vous avez vu que la période réfractaire, elle se divise en deux, ce qu'on appelle la période réfractaire absolue et la période réfractaire relative. Période réfractaire absolue, période réfractaire relative. Ça signifie que si je stimule la cellule, elle ne répond pas du tout. Donc il n'y a aucune réponse. Là, on dit que la cellule elle est en période réfractaire absolue ou bien en période d'inexcitabilité absolue.
Mais parfois, sous certaines conditions, la cellule, elle va répondre. Mais la réponse qu'elle va donner, par exemple, juste un petit potentiel d'action. Ce n'est pas comme un potentiel d'action avec une amplitude normale. Donc, on a que la cellule répond, mais sa réponse, elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas un potentiel d'action comme on devrait l'obtenir. Donc, dans ce cas-là, on va dire que la cellule, elle est en période réfractaire, mais relative. Donc, il y a relativement une réponse. Alors, dernier point du rappel, c'est que si la durée du potentiel d'action, par exemple, ce potentiel d'action, sa durée est à peu près 2 millisecondes, sa période réfractaire, elle est aussi égale, sa période réfractaire absolue, elle est égale à la durée du potentiel d'action. Donc là, c'est une autre information importante dont on a besoin. La durée du potentiel d'action, elle est équivalente à la durée de la période. Ça, c'est important. On aura besoin. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce rappel. Juste un dernier point. Lorsqu'on dit que la durée du potentiel d'action, c'est équivalent à la durée de la période réfractaire absolue, ça veut dire que si je donne une stimulation ici, le potentiel d'action, il va donner une réponse. Peut-être je vais choisir un autre tableau. Ça, c'est je donne une stimulation, j'ai un potentiel d'action. C'est la stimulation 1. Si je donne la stimulation 2, une deuxième stimulation, la stimulation 2, elle est exactement la même que la stimulation 1. Mais elle vient juste après la stimulation 2. Alors, cette stimulation 2, est-ce qu'elle donne un deuxième potentiel? Non. Si j'éloigne un petit peu la deuxième stimulation, donc je donne la première ici, et un peu plus loin, je donne la deuxième stimulation. Là également, il n'y a pas de réponse. Mais si je fais ça, je donne la stimulation 2 suffisamment longtemps après la première, et là vous voyez que c'est à la fin du potentiel d'action, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir l'apparition d'un potentiel d'action. Mais ce potentiel d'action, c'est un petit potentiel d'action. Alors, qu'est-ce qui se passe si je continue à éloigner la deuxième stimulation de la première? Je vois que j'ai toujours une réponse. La réponse, elle est toujours de plus en plus visible, donc de plus en plus grande. On voit que l'amplitude du potentiel d'action, elle est grande, jusqu'à ce que j'ai un potentiel d'action à la fin qui est identique au premier. Donc vous voyez qu'il y a deux phases suite à cette double stimulation, la première et la deuxième. Il y a une phase où la deuxième stimulation ne donne aucune réponse. C'est cette phase-là. Donc si la deuxième stimulation qui est supraliminaire ne donne aucune réponse, c'est-à-dire qu'il s'agit de la période réfractaire absolue, aucune réponse. Et vous voyez là que la période réfractaire absolue, ça correspond, ou bien elle est équivalente à la durée du potentiel d'action. Dans ce cas-là, c'est un potentiel d'action, sa durée est 2 millisecondes. La deuxième phase, c'est celle-ci. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de réponse, il y a une réponse, la réponse elle est faible, donc on va dire c'est la période réfractaire relative. Et à partir de là, j'ai la réponse elle est totale. Période réfractaire absolue, période réfractaire relative. La période réfractaire absolue, c'est à peu près le 1/10 de la période réfractaire absolue, et la somme des deux, on dit c'est la période réfractaire totale. Donc ce qui doit retenir notre attention ici pour l'exercice, c'est que toute stimulation qui arrive et qui tombe au cours de la période réfractaire absolue, il n'y a aucune réponse. Et que la durée du potentiel d'action, elle est équivalente à la durée de cette période réfractaire absolue. Alors, comment expliquer? Donc, on a le tracé. Ça, c'est le cycle cardiaque. Systole, diastole, systole, diastole. On stimule au cours de la systole. Est-ce qu'il y a un changement? On a dit qu'il n'y a aucun changement. Pourquoi il n'y a aucun changement? Parce que
Si je schématise de nouveau, je vais mettre sur l'activité mécanique, je vais ajouter l'activité électrique, je vais ajouter les potentiels d'action. Et puisque du myocarde, le potentiel d'action, vous le savez, il a cette forme-là. Une dépolarisation, un plateau, entrée de calcium et repolarisation. Chose aussi qu'on a déjà vu auparavant, c'est que l'activité électrique et l'activité mécanique du muscle cardiaque, ce sont deux activités qui sont partiellement chevauchées, c'est-à-dire superposées. Toujours le PA en premier, au cours du plateau commence la systole et puis après la diastole. C'est tout à fait différent du muscle squelettique, là où les deux activités, les deux événements sont séparés à son. Alors, ce potentiel qui a, vous savez quelle est sa durée? La durée, on a dit, c'est, on va dire, 300 millisecondes. Rappelez que la durée, c'est équivalent à la période réfractaire absolue. Donc, vous voyez que le muscle cardiaque, il possède une période réfractaire absolue qui est large, qui est grande parce qu'il y a cette phase du plateau. Donc ça, c'est potentiel d'action et cycle pour le premier tracé. Donc je fais la même chose. Bon. Alors regardez, lorsque la stimulation T1 elle est appliquée pendant la systole, regardez la période réfractaire absolue. Période réfractaire absolue, c'est la durée du potentiel d'action. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on déduit? On voit que la stimulation T1 elle est appliquée alors que le muscle cardiaque, il est en période réfractaire absolue, donc il ne peut pas répondre. Pourquoi il ne répond pas? Parce que ces canaux sodiques sont dans un état inactif. Ils sont fermés par la porte d'inactivation H. Donc, pourquoi il n'y a aucune réponse? Parce que cette stimulation coïncide avec une phase d'inexcitabilité du myocarde, c'est la période réfractaire absolue. Alors, si on a compris ici pourquoi le cœur ne répond pas à la stimulation systolique, maintenant c'est facile ou relativement facile de comprendre pourquoi il y a un changement lorsque la stimulation elle arrive au cours de la diastole. Donc je schématise ici un deuxième cycle. Là, on va appliquer la stimulation T2. Et quel est le changement qu'on va avoir? On a dit on aura une extrasystole suivie d'un repos compensateur, extra-systole. Alors, la réponse à cette question, c'est que si je schématise ici, pour ce cycle-là, ça c'est le cycle automatique, je schématise son potentiel d'action avec sa phase, avec son plat. Ça c'est la période réfractaire absolue. Et regardez à quel moment est appliquée, à quel moment par rapport à la période réfractaire absolue est appliquée la stimulation T2. Est-ce qu'elle est appliquée à l'intérieur ou bien à l'extérieur de cette phase d'inexcitabilité? On voit que T2 il est appliqué à l'extérieur. C'est-à-dire que le muscle cardiaque, il n'est plus en phase d'inexcitabilité absolue. Autrement dit, il peut répondre. Et puisque la stimulation elle est en dehors de la période réfractaire absolue, il y a une réponse. La réponse c'est quoi? C'est une extrasystole, c'est un nouveau cycle qui apparaît et qui se manifeste et qui se termine par, on a dit, une phase un peu plus longue qui est la phase du repos compensateur. Donc là, on voit que il y a une réponse parce que la stimulation, elle n'est plus appliquée au cours de la au cours de la période réfractaire absolue. Alors, le dernier point qui reste à expliquer, c'est le repos compensateur. Pourquoi une fois qu'on aura l'extrasystole, pourquoi le cœur ne reprend pas, par exemple, son automatisme ici, mais il le reprend un peu plus loin. Donc ce cycle-là, il est absent, il n'existe pas. C'est pour cela qu'on a une période de silence, un repos compensateur. Alors, expliquer l'absence de ce cycle ou bien expliquer le repos compensateur, ça revient à la première explication. Parce que là, on a le cœur. Le cœur, il est entraîné dans son automatisme par les cellules d'une sinusale, donc c'est ce qui déclenche l'origine. Mais en plus de ça, on a un stimulateur qui est branché sur le cœur qui va stimuler. Donc en fait, le myocarde ventriculaire, il ne reçoit pas une seule stimulation, il reçoit deux stimulations.
La stimulation d'abord sinusale, hein, et puis à des instants T1 ou T2, il reçoit la stimulation externe, hein, qui est déclenchée par l'expérimentateur. Donc une double stimulation. Et bien sûr, les cellules pacemaker d'une cellule ne savent pas qu'il y a un stimulateur à l'extérieur. Alors, les cellules d'une sinusale, ils vont envoyer des potentiels d'action. Alors, ces potentiels d'action sinusaux, ils vont arriver ici. Et puisque vous avez stimulé le muscle cardiaque avec une stimulation T2, vous avez déclenché une extrasystole. Donc, je vais la remettre une extrasystole. C'est possible de la mettre en rouge ici. Et puisque c'est un cycle, c'est-à-dire que vous avez déclenché quoi? Avant, bien sûr, un autre potentiel d'action. Alors, ce potentiel d'action-là en rouge, il n'est pas déclenché par l'automatisme, mais c'est un potentiel d'action cardiaque qui est déclenché par la stimulation externe. Qui dit nouveau potentiel d'action avec plateau, c'est-à-dire on a une nouvelle période réfractaire absolue que je vais noter prime. Parce que c'est par la stimulation externe. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, le nœud sinusal, lorsqu'il va envoyer sa stimulation, son potentiel d'action sinusale, il va arriver ici et il va trouver que le muscle cardiaque, il est de nouveau dans une nouvelle période réfractaire absolue déclenchée par la stimulation. Et puisque c'est une période réfractaire absolue, est-ce que le cœur va reprendre le cycle? Donc il ne reprend pas le cycle. Il va reprendre le cycle qu'après, c'est-à-dire une fois que cette période réfractaire absolue sera terminée. Donc vous voyez que pour expliquer tous ces résultats, il y a réponse, il n'y a pas de réponse, on s'est basé sur quoi? Sur l'activité électrique du myocarde, donc le potentiel d'action, et sur la notion de la période réfractaire absolue. Alors, la dernière question, c'est tirer une conclusion sur la tétanisation ou non du cœur. Tirer une conclusion sur la tétanisation ou non du cœur, c'est-à-dire, là on utilise le mot tétanisation. Tétanisation. Alors dans le mot tétanisation, il y a le mot tétanos. Et vous avez déjà étudié l'année passée, en travaux pratiques, le tétanos, et vous l'avez obtenu sur le muscle gastrocnémien de la souris, donc c'est un muscle strié squelettique, et vous avez obtenu, donc je rappelle ça c'est l'année passée, donc vous avez travaillé sur le muscle squelettique, et ce muscle squelettique, vous l'avez stimulé. Est-ce que vous l'avez stimulé une seule fois ou plusieurs fois? Vous l'avez stimulé plusieurs fois, donc c'est avec une certaine fréquence. Donc les flèches que vous voyez là, ça représente les stimulations. Alors, ces stimulations qui sont bien sûr qui sont identiques, j'écris le muscle squelettique, que va faire le muscle? La première stimulation, le muscle se contracte. Après, il va se relâcher. Mais est-ce qu'il va continuer son relâchement? Non, il y a une deuxième stimulation qui arrive, donc il se recontracte et puis il se relâche. Il va nous donner quelque chose qui ressemble à ça jusqu'à la dernière stimulation. Vous avez réalisé cette étude. Vous avez réalisé une autre étude qui est la suivante. Les flèches, c'est toujours les stimulations. Quelle est la différence entre ces stimulations et là? C'est tout simplement la fréquence. Là, vous stimulez le muscle avec beaucoup de chocs par minute ou par seconde. Là, c'est beaucoup moins. Donc, fréquence de stimulation élevée, fréquence de stimulation, faible, fréquence de stimulation élevée. Là, vous obtenez à peu près la même chose. Vous avez la première stimulation, le muscle se contracte, et là, avant même de commencer le relâchement, il y a une deuxième stimulation qui arrive. Donc, pendant la contraction, le muscle se contracte et il reste contracté. En fait, il reste tétanisé. Alors, ce tracé-là et ce tracé-là, donc, un tétanos. Là, c'est un tétanos dit imparfait, et là, c'est un tétanos dit parfait. Tétanos parfait, imparfait ou parfait, c'est tout simplement plusieurs secousses musculaires, plusieurs cycles musculaires qui sont fusionnés. Si la fusion elle est complète, elle est totale, on dit c'est un tétanos parfait ou bien un tétanos complet. Si la fusion elle est incomplète, on dit que c'est un tétanos incomplet ou bien un tétanos qui est imparfait. Non. Je pose la question ici pour le muscle squelettique. Est-ce que le muscle squelettique est un muscle qui est tétanisable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en le stimulant, est-ce qu'on peut provoquer un tétanos?
La réponse est claire, oui, puisqu'on a un tétanos parfait ou imparfait, mais c'est un tétanos. Pourquoi le muscle squelettique est un muscle tétanisable? Là, je reviens à un exercice qu'on a fait précédemment. Je reprends le potentiel d'action du muscle squelettique, ça a duré à peu près 2 millisecondes, et là, vous avez l'activité mécanique, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation, contraction, relâchement. Et on avait dit que pour le muscle squelettique, les deux activités électriques et mécaniques sont séparées dans le temps. Ils ne sont pas chevauchés comme le cas pour le muscle cardiaque. Donc, si le potentiel d'action du muscle squelettique il a une durée de 2 millisecondes, c'est-à-dire que sa période réfractaire absolue elle est à peu près égale à 2 millisecondes. Donc là, c'est juste un rappel à ce que vous avez obtenu sur le muscle squelettique. La question maintenant, c'est est-ce que le cœur est un muscle qui est tétanisable? Autrement dit, si je prends un cœur et je lui donne plusieurs chocs pour le stimuler à des fréquences différentes, est-ce que je peux obtenir un tétanos? Alors, la réponse est bien sûr non. Le cœur, c'est un organe qu'on ne peut pas tétaniser. Donc, vous prenez un cœur, vous le stimulez autant de fois que vous le voulez, on n'obtient jamais un tétanos. La réponse se trouve ici. Ça, c'est le potentiel d'action, dépolarisation, plateau-repolarisation. Et là, vous avez le cycle systole, diastole. La durée du potentiel d'action, on a dit 300 millisecondes, c'est-à-dire c'est sa période réfractaire absolue. Donc, si vous comparez la durée de la période réfractaire absolue du muscle cardiaque par rapport à celle du muscle squelettique, on voit que le cœur, il a une période pendant laquelle il ne répond pas, il est en phase d'inexcitabilité totale, c'est une période qui est longue. C'est-à-dire, vous le stimulez ici, vous le stimulez là, là ou là, plusieurs stimulations, on n'arrive jamais à fusionner deux cycles cardiaques. On peut obtenir l'extrasystole, mais la suite, le cycle, il va reprendre son rythme. Et autre chose, c'est que, là on l'a dit, c'est la différence avec le muscle squelettique, les deux activités, électriques et mécaniques, la contraction, ce sont deux activités qui sont superposées. Pourquoi ils sont superposés? Parce que le potentiel d'action, il a une durée beaucoup plus longue que celle du muscle squelettique. Là, il y a un plateau. Donc ça, c'est pour le cœur. Et là, donc je reprends le muscle squelettique, ça c'est le potentiel d'action. Donc vous voyez là, il n'y a pas de plateau. Donc la durée de la période réfractaire, c'est 2 millisecondes. Et la contraction, quand est-ce que la contraction commence? Elle commence à la fin du potentiel d'action, ce qui n'était pas le cas pour le muscle cardiaque. Alors, on termine. Comme conclusion, on a montré, par l'enregistrement, on montre que le cœur, c'est un organe qui est doué d'automatisme. Et bien sûr, on vient de voir, surtout que le cœur, il possède une phase d'inexcitabilité périodique qui est assez large. Donc, il a une grande période réfractaire absolue, ce qui lui permet de le rendre, l'inexcitabilité périodique, qui le rend, en le rendant donc non tétanisable. Le cœur, c'est un organe on ne peut pas tétaniser. Pourquoi on ne peut pas tétaniser? Parce qu'il a une période d'inexcitabilité qui est grande. C'est la période réfractaire absolue. Donc j'espère que vous avez bien profité de l'explication. Et la prochaine fois, donc, je vous donne rendez-vous pour une autre séquence vidéo et un autre exercice. Voilà, je vous remercie. Chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter un point qui concerne la régulation nerveuse de la fréquence cardiaque. Alors, l'énoncé de l'exercice. Le schéma ci-après représente une partie de l'arc baoréflexe, des expériences de section A et 4 suivies d'expériences de stimulation 2, 3, 5 et 6 sont réalisées sur les nerfs sympathiques et parasympathiques innervant le cœur. Pour chaque expérience, la fréquence cardiaque est déterminée et on note que les stimulations 2 et 5 des nerfs sont réalisées du côté du cœur, alors que les stimulations 3 et 6 des nerfs sont appliquées du côté du système nerveux central. Les résultats de toutes les expériences ainsi que
celui du témoin, sont donnés dans les tableaux 1 et 2. On précise aussi que les expériences réalisées sur les nerfs sympathiques et parasympathiques, que ce soit des expériences de stimulation ou de section, ce sont des expériences qui sont tout à fait indépendantes. Alors, avant de passer à l'énoncé de l'exercice, on va revenir sur l'énoncé et sur le schéma pour expliquer certains points importants. Alors, que représente ce schéma? Alors, ce schéma, il représente ce qu'on appelle l'arc baroréflexe, c'est-à-dire le réflexe qui va permettre de réguler la pression artérielle. Mais là, vous n'avez pas la totalité de l'arc baroréflexe, on a juste mis la moitié pour ne pas encombrer le schéma. Donc, il y a toute la partie constituée par les barorécepteurs, les nerfs afférents, nerfs de Sion et nerfs de Hering, qui ne sont pas mises. On a juste gardé la partie efférente, constituée par le centre cardiovasculaire bulbaire, les deux nerfs efférents, le nerf sympathique cardiaque et le nerf parasympathique cardiaque, et un vecteur, là, on prend le cas du cœur. Alors là, on ne va pas parler de la régulation de la pression artérielle, mais l'exercice va traiter la régulation nerveuse uniquement de la fréquence cardiaque. Alors, il y a deux types d'expériences. Il y a les expériences dites de section, hein, on va couper les nerfs, et des expériences de stimulation nerveuse. Alors, ces dernières, les expériences de stimulation, viennent juste après la section, c'est-à-dire on coupe un nerf, on a l'effet sur la fréquence, et après on va stimuler. C'est pour cela que c'est écrit des expériences de section suivies d'expériences de stimulation. Alors, donc on s'intéresse à un seul paramètre qui est la fréquence cardiaque. Alors, concernant les stimulations nerveuses, les stimulations 2 et 5 sont réalisées sur les nerfs, mais qui vont vers le cœur, alors que les stimulations 3 et 6 sont réalisées sur les nerfs sectionnés, mais qui sont du côté du système nerveux central. C'est ce qu'on appelle le bout périphérique et le bout central. L'enregistrement d'un témoin, c'est très important parce que c'est une expérience et pour analyser les résultats, on doit se référer à une référence pour dire est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de changement. Donc, avant de commencer l'expérience, il faut enregistrer une fréquence cardiaque témoin. Autre chose à bien préciser, c'est que les expériences sur les nerfs sympathiques et parasympathiques, ce sont des expériences qui sont indépendantes. Cela veut dire que si on travaille sur le nerf parasympathique, c'est-à-dire que le nerf sympathique, il est intact. Je coupe le nerf parasympathique, je stimule du côté du cœur ou du côté du système nerveux. Cela veut dire que l'autre nerf, on n'y touche pas. Si on fait l'inverse, si on travaille sur le nerf sympathique et sur le nerf et non pas sur le nerf parasympathique, donc là on aura besoin d'un autre animal, généralement c'est le chien ou c'est chez le rat, et on sectionne, puis on stimule le nerf sympathique, alors que dans cette expérience, le nerf sympathique il est intact. C'est ce qu'on veut dire par les expériences qui sont tout à fait indépendantes. Alors, quelles sont les questions. Donc là, vous avez les résultats concernant les stimulations ou les sections. Pour le nerf parasympathique, c'est le tableau 1. Pour le nerf sympathique, c'est le tableau numéro 2. Alors, on a deux grandes questions. Pour le nerf parasympathique, analyser et expliquer les résultats obtenus. Et la question numéro 2. La question numéro 2, c'est aussi pour le nerf sympathique, on vous dit analyser et expliquer. Analyser et expliquer. Et là, je précise que analyser, c'est une analyse des résultats. Il faut décrire le résultat qu'on a obtenu sans s'aventurer dans l'explication. Mais si on vous dit à expliquer, c'est-à-dire il faut expliquer comment on a obtenu ce changement. Et bien sûr, à la fin, on va tirer une conclusion à partir de toutes les expériences. Alors, on ne va pas suivre cet ordre, c'est-à-dire on va répondre à la première, puis à la deuxième. Donc, je vais en même temps répondre à la première et à la deuxième, et peut-être à la fin, on va tirer une conclusion. Bien.
Alors là, vous avez l'arc baroréflexe. Là, vous avez les deux tableaux qui expriment les résultats. Donc, je reprends, ça c'est le nerf, pardon, c'est le centre cardiovasculaire, là où se régulent tous les paramètres hémodynamiques. Ça, c'est un nerf efférent, parasympathique cardiaque. Ça, c'est un autre nerf efférent sympathique. Et ils vont vers le cœur pour réguler la fréquence cardiaque. Alors, pour ce qui est des expériences, on va parler de donner les résultats de l'expérience numéro 1. Alors, quelle est la valeur de la fréquence témoin? La valeur de la fréquence témoin, donc là, si je parle du nerf, si on travaille sur le nerf parasympathique, donc on va le sectionner. La fréquence avant la section, c'est une fréquence témoin, la fréquence cardiaque est égale à 75 battements par minute. Première expérience, qui est l'expérience numéro 1, on va sectionner le nerf parasympathique. On va sectionner celui-là, donc c'est l'expérience 1. La fréquence avant la section, c'est 75. Et qu'est-ce qui se passe juste après la section? On voit que lorsqu'on sectionne, la fréquence, elle va passer de 75 à 90. Donc il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, 90 battements par minute. Donc c'est une augmentation. Vous savez comment on appelle cet effet-là? C'est un effet chronotrope positif ou bien une tachycardie. Alors, si on fait la même chose maintenant pour le nerf sympathique, donc là je précise, ça c'est l'expérience numéro 1. Si on coupe maintenant le nerf sympathique, la fréquence témoin c'est toujours 75. On fait l'expérience numéro 4. Alors l'expérience numéro 4, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la fréquence cardiaque d'après le tableau? Donc le témoin c'est 75. On sectionne la fréquence, elle n'a pas beaucoup changé. Donc c'est 75 battements par minute. Bien. Donc déjà, en comparant ces deux expériences, deux sections qui sont bien sûr indépendantes, la section du nerf parasympathique provoque une tachycardie. La section du nerf parasympathique, donc pratiquement, il n'y a aucun changement au niveau de la fréquence cardiaque. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ces expériences de section? La conclusion, elle est simple. Vous savez que la fréquence cardiaque, elle est aussi bien régulée par le système nerveux autonome sympathique que par le système nerveux autonome parasympathique. Donc les deux systèmes, en fait, régulent la fréquence cardiaque au repos, c'est-à-dire 75. Alors lorsque la fréquence cardiaque au repos, sachez que cette fréquence-là, elle est régulée en permanence par le système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Le but de l'exercice ou bien de ces deux expériences de section, c'est de déterminer parmi les deux, quel est le système qui a un impact plus important ou bien une dominance sur la régulation et le contrôle de la fréquence cardiaque. La réponse, elle est simple. Ou bien comment on va procéder pour savoir lequel des deux influence la fréquence cardiaque? Tout simplement, il suffit d'éliminer un, de regarder ce qui se passe, d'éliminer l'autre et voir ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait dans cette expérience puisqu'on a sectionné le deux nerfs. Alors, résultat, lorsqu'on coupe le parasympathique, lorsqu'on élimine le parasympathique, la fréquence change, il a augmenté. Par contre, il n'y a presque rien si on coupe le nerf sympathique. Alors, quel est le système qui influence et qui régule la fréquence cardiaque au repos? Donc, on va dire que c'est le système parasympathique. C'est ce qu'on appelle un tonus vagal. Un tonus vagal. Vagal. Le mot vagal, il fait penser à quoi? Au nerf vague. Le nerf vague, ou le nerf pneumogastrique, ou le nerf crânien numéro 10. C'est un nerf qui fait partie du système nerveux parasympathique. Donc, tous et toutes, on a une fréquence cardiaque tout à fait normale au repos, et sachez que cette fréquence-là, elle est sous la dominance du système nerveux parasympathique. Et d'ailleurs, vous savez que
on l'a dit dans l'amphithéâtre, c'est que les deux systèmes, ce sont deux systèmes qui sont antagonistes, ils provoquent des effets qui sont tout à fait opposés, mais bien sûr, ils sont complémentaires puisque les deux assurent la régulation de la fonction cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le système sympathique? Le système sympathique, il est qualifié comme un système qui augmente le paramètre, qui accélère, qui active, qui stimule. Donc, c'est un système dit activateur ou accélérateur. Par contre, pour le système parasympathique, c'est tout à fait l'inverse. C'est un système qui est modérateur, qui va inhibiteur, ralentisseur ou freinateur, tout simplement. Donc, un système freinateur et un système accélérateur. C'est comme dans une voiture, il y a deux pédales, donc il y a une pédale d'accélération et une pédale de freinage. Si on freine, si on appuie sur la pédale du frein, donc la vitesse de la voiture va se ralentir. Donc ça, c'est le système parasympathique. La pédale de l'accélérateur de la voiture, c'est le système sympathique. Si on appuie sur cette pédale, la vitesse, elle va augmenter. Voilà, donc là, c'est une première conclusion des expériences 1, 1 et 4, donc les expériences de section. Alors, on va passer maintenant à la suite. On continue. Alors, autre chose qu'il faut préciser, et c'est très important, c'est que ce sont deux expériences, section et stimulation, qui sont tout à fait différentes. Mais il y a une autre différence entre les deux, c'est que lorsqu'on sectionne, c'est définitif. Hein, donc l'effet, il est là. Par contre, si on stimule, on a un effet, on arrête la stimulation, l'effet, il peut revenir à la fréquence, elle peut revenir à sa valeur. Mais l'effet lorsqu'on sectionne un nerf, c'est une section qui est définitive. C'est pour cela on sectionne le nerf parasympathique, 90, ça reste. On sectionne le sympathique, il n'y a pas de changement, donc là, mais ça reste toujours à 75. Alors maintenant, les stimulations qui sont réalisées sur les expériences de stimulation qui sont réalisées sur les nerfs qui sont sectionnés. Alors, on revient au nerf parasympathique. Alors, le nerf parasympathique qui est sectionné, on va réaliser deux stimulations. La stimulation 2, c'est du côté du cœur. On dit que c'est une stimulation du bout périphérique. On dit que c'est le bout périphérique. Ça, c'est du côté du cœur. C'est le bout périphérique. Par contre, si la stimulation se fait sur le nerf sectionné, mais du côté du système nerveux, on dit que c'est le bout central, hein, référence au système nerveux central. Alors, l'expérience numéro 2, on va stimuler le nerf parasympathique, donc sectionné, mais de quel côté? Du côté périphérique, hein, donc du côté où se trouve le cœur. Alors, c'est l'expérience numéro 2. Stimulation du nerf du côté du cœur. Que fait la fréquence? La fréquence, donc, elle va passer de 90, à 60. Alors, 90 à 60, donc là, c'est l'expérience numéro 2, et là, on est arrivé à 60 battements par minute. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu dans ce cas? En fait, là, on a eu deux choses. On a une diminution de la fréquence, mais cette diminution de la fréquence, elle passe de 90, elle ne s'arrête pas à 75. Donc ce n'est pas tout simplement un retour vers la valeur normale, mais ça descend encore plus. Et ça, c'est une diminution de la fréquence cardiaque. On dit que c'est une bradycardie. Hein, tout à l'heure, c'était une tachycardie, maintenant c'est une bradycardie. Ça, c'est l'expérience numéro 2. Quelle est l'expérience de stimulation équivalente à 2 pour le nerf sympathique? C'est l'expérience numéro 5. L'expérience 5, donc on va stimuler le nerf sympathique sectionné, mais du côté du cœur. Donc là, c'est le bout périphérique. Et là, on voit que c'est l'expérience numéro 5. Que fait la fréquence? La fréquence, elle va augmenter. Donc, elle va passer de 75. Donc là, l'échelle, elle n'est pas respectée. En fait, la fréquence cardiaque, elle va être doublée. Elle passe de 75 à 150 battements par minute. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Là, on a obtenu une tachycardie, une bradycardie. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le système parasympathique, c'est un système freinateur. Le système sympathique, c'est un système accélérateur. Donc ça, c'est l'analyse. Alors, l'explication, c'est quoi l'effet? Comment peut-on expliquer cette diminution ou bien cette accélération de la fréquence cardiaque? Là, on a besoin de revenir un petit peu à certaines notions du cours. Première chose, pour expliquer à quel niveau du muscle ou bien à quel niveau du cœur se fait la régulation de la fréquence cardiaque. Vous savez qu'il y a, on a cité, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules musculaires qui se contractent et qui se relâchent, ça c'est le myocarde, mais il y a des cellules qu'on avait appelées les cellules pacemaker. Ce sont des cellules qui sont localisées au niveau du nœud sinusal et au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, et que ces cellules-là, ce sont les cellules qui sont à l'origine de l'automatisme du cœur. Alors, en fait, les cellules pacemaker qui sont le déclencheur de l'automatisme cardiaque, ce sont les cellules du nœud sinusal. Alors, comment ces cellules vont-elles induire l'automatisme? Vous savez que ces cellules vont envoyer des potentiels d'action qu'on appelle un potentiel d'action sinusal. Et ce potentiel d'action sinusal, très important, il est caractérisé par différentes phases. Alors, pour le rappeler, donc là je vais schématiser ce potentiel d'action. Première phase, deuxième phase, ça se termine. Et puis je vais mettre un autre potentiel d'action sinusal. Alors, quelles sont les phases de ce potentiel d'action sinusal? Il y a plusieurs phases. D'abord, une phase dite de dépolarisation. Donc, ça, c'est la phase dite de dépolarisation. Et elle est caractérisée par une entrée de quoi? Une entrée de calcium. Pas le sodium, c'est un canal calcique. Et bien sûr, là, vous avez la phase de repolarisation, sortie de potassium. Mais le plus important dans ce potentiel d'action, c'est cette phase-là, qu'on appelle la pente de dépolarisation diastolique. Alors, quel est le rôle de cette pente? Sachez que le potentiel de membrane des cellules pacemaker, c'est un potentiel qui est positif, donc c'est aux alentours de moins 60, moins 65 millivolts, et surtout, c'est un potentiel qui change avec le temps. Et le rôle de cette pente de dépolarisation diastolique, donc elle permet d'augmenter le potentiel de membrane de moins 65, moins 55, moins 50, jusqu'à un niveau critique qui est le seuil, et là, le potentiel d'action, proprement dit, donc il sera déclenché. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est... Pardon, je reschématise le potentiel d'action, donc j'en avais mis 2. Alors, cette pente de dépolarisation de la cellule, comme j'ai dit, c'est elle qui permet de ramener le potentiel de membrane vers un seuil critique et donc déclencher le potentiel d'action. Donc là, schématiquement, j'en ai mis 2. Le premier potentiel et le deuxième potentiel d'action sinusale. Et rappelez-vous, on avait dit que à chaque fois qu'il y a un potentiel d'action sinusale, c'est-à-dire que le cœur va entamer un cycle cardiaque. Donc il va faire un battement. Alors si on dit que le nombre de battements du cœur, c'est 75 battements par minute, donc sachez que c'est à peu près 75 potentiels d'action qui sont envoyés par minute. Alors, ça, c'est les potentiels d'action sinusaux témoins. Donc là, il n'y a pas de stimulation. Alors, on va prendre le cas du système parasympathique. On a stimulé. Et que fait la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque est là, diminue. Alors, comment peut-on expliquer cette diminution? C'est que, en fait, ce qui va changer au niveau de ce potentiel d'action, c'est exactement la pente de dépolarisation qui va être modifiée. Alors, la pente, elle va changer. Est-ce qu'elle va augmenter ou bien elle va diminuer? En fait, la pente, elle va diminuer. Donc, je la mets en vert ici. Ce qui fait que le potentiel de membrane au repos va mettre plus de temps pour arriver au seuil, donc pour déclencher un potentiel d'action. Donc, il y a un potentiel d'action qui sera déclenché, mais après un certain délai qui est plus long que dans le cas normal. Donc là, je schématise le potentiel d'action
qui a été obtenu lorsqu'on fait une stimulation du nerf parasympathique. Là, je rappelle aussi que ces fibres nerveuses parasympathiques, lorsqu'elles arrivent au niveau du cœur, plus précisément au niveau des cellules du nœud sinusal, donc il y a des synapses. Cellules présynaptiques, c'est l'axone, donc c'est la fibre parasympathique. Cellule postsynaptique, c'est la cellule pacemaker, la cellule du nœud sinusal. Et entre les deux, donc il y a un espace synaptique où sera libéré un neuromédiateur. Dans le cas du système parasympathique, c'est l'acétylcholine. L'acétylcholine va se retrouver en face de la membrane postsynaptique de la cellule pacemaker. Et là, il y a des récepteurs membranaires. Elle va se greffer ou bien elle va se fixer sur ce récepteur et elle va induire l'ouverture d'autres canaux membranaires, ce qu'on appelle des canaux de type ROCK. Dans l'ouverture, elle dépend si le récepteur auquel ils sont couplés est affixé ou non un agoniste. Alors, lorsqu'on a stimulé donc, ce nerf parasympathique, l'acétylcholine a été libérée et va agir sur les cellules pacemaker, sur leur membrane, et elle va ralentir, diminuer la pente, diminuer l'inclinaison de la pente de dépolarisation diastolique. Donc là, vous voyez, en cas de stimulation parasympathique, au lieu d'avoir deux potentiels d'action, on a un seul potentiel d'action. Donc moins de potentiel d'action sinusaux, c'est-à-dire qu'il y a moins de battements par minute. Alors, pour l'expérience numéro 5, ça c'est l'explication inverse, puisque là on a stimulé le bout périphérique d'un nerf opposé, donc c'est le nerf sympathique. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? On voit qu'on a obtenu une tachycardie. Alors, l'explication, c'est la même chose. Il y a des synapses entre les fibres sympathiques et les cellules pacemaker. Là aussi, il y aura un neuromédiateur qui sera libéré, et dans ce cas-là, il s'agit de la noradrénaline qui va se fixer sur les récepteurs postsynaptiques, donc, qui va induire l'ouverture de canaux de type ROCK. Et ce qui va se passer au niveau des potentiels d'action sinusale, c'est exactement l'inverse. La pente, elle va changer, mais elle va changer dans l'autre sens. La pente de dépolarisation va augmenter. Et ce qui fait qu'automatiquement, le potentiel d'action, le potentiel de membrane va atteindre rapidement le seuil pour déclencher. Donc on aura un potentiel d'action sinusale qui est précoce. Je vais le schématiser ici. Alors en principe, c'est la couleur rouge, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors si vous comparez le témoin, on a bleu, hein, c'est le bleu, donc on a deux potentiels d'action, mais avec une stimulation sympathique, on a plus de potentiel d'action. Donc celui-là, celui-là et celui-là, avec une élévation de la pente de dépolarisation diastolique. Plus de potentiel d'action, ça veut dire qu'il y a plus de battements par minute, donc un effet chronotrope positif. Alors, on a fait les expériences 1, 2, 4 et 5, donc il nous reste maintenant les expériences 3 et 6. C'est celle-là. Donc ça consiste à stimuler séparément les deux nerfs qui ont été sectionnés, mais du côté du bout central, c'est-à-dire du côté du système nerveux central. Alors on va continuer sur le même schéma. Alors l'expérience numéro 3, c'est la stimulation du nerf parasympathique du côté du bout central. Donc on est ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est l'expérience numéro 3. La fréquence cardiaque, elle va revenir en fait à sa valeur. Elle va revenir un petit peu à sa valeur initiale. Pourquoi? Sa valeur initiale juste avant, c'est-à-dire que... Pardon. Elle va revenir à 90. Ça, c'est l'expérience numéro 3. Rappelez-vous tout à l'heure que, en fait, lorsqu'on avait sectionné, on l'a dit, hein, la section, elle est définitive. Hein. Lorsqu'on a coupé ici, sectionné le nerf parasympathique, ça passe 90, mais ça reste à 90. Par contre, les expériences de stimulation, on stimule, on a un effet, on arrête la stimulation, l'effet s'arrête. Donc en fait, lorsqu'on a stimulé ici les bouts périphériques,
on a une bradycardie, mais sachez que ça va revenir. Ce qui fait que lorsqu'on stimule le nerf parasympathique du côté du système nerveux, lorsqu'on stimule ici, qu'est-ce qu'on va déclencher? Et c'était la même chose pour tout à l'heure, on va déclencher un potentiel d'action classique, un potentiel d'action d'une cellule nerveuse, d'un axone, donc dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Ce potentiel d'action va normalement se propager dans les deux sens. Du côté du cœur, la propagation ne peut pas se faire puisque le nerf a été sectionné, donc il reste la voie vers le haut. Alors, lorsqu'on stimule du côté du système nerveux, on voit que la fréquence, elle reste à 90. Alors, on ne va pas dire qu'elle augmente, en fait, elle va rester égale à 90. Cela montre que le nerf parasympathique est un nerf dit efférent. Donc, ce qu'on a stimulé ici, c'est les fibres motrices. Alors que pour la stimulation ou bien l'expérience numéro 6, l'expérience numéro 6, c'est quoi? On va stimuler le nerf sympathique qui a été sectionné du côté du bout central. Et quelle est la fréquence? Donc, en fait, la fréquence par rapport au témoin, donc elle reste toujours 75 battements par minute. Alors, en fait, ces deux expériences de stimulation réalisées sur le nerf parasympathique ou parasympathique, on va dire qu'en fait, elles ne changent pas la fréquence cardiaque. Même si vous voyez que ça diminue ou ça augmente, en fait, on revient à la valeur qui était juste avant, la valeur permanente. Là, c'était 90, donc on reste à 90. Là, on était à 75, donc ça revient à 75. Ceci montre que la stimulation des nerfs sympathiques ou parasympathiques du côté central, donc du côté du système nerveux, ne donne aucun effet parce que là, on déduit que il s'agit de fibres nerveuses efférentes. Qu'est-ce que ça veut dire, fibres nerveuses efférentes? C'est-à-dire que ce sont des fibres qui vont conduire l'information, c'est-à-dire l'influx nerveux, du centre nerveux cardiovasculaire bulbaire vers l'effecteur et non pas l'inverse. Alors, pour faire une conclusion générale sur cet exercice, on va dire, ça montre que la fréquence cardiaque, elle est régulée par le système nerveux sympathique et parasympathique. On a dit aussi qu'il y a une dominance vagale ou bien un tonus vagal sur la fréquence cardiaque au repos, c'est celle qui maintient une fréquence, par exemple, de 75 battements par minute, et que lorsqu'il y a une perturbation de la fréquence, un changement de la fréquence cardiaque, en fait, c'est ces deux systèmes qui vont intervenir d'une façon tout à fait complémentaire. Si la fréquence cardiaque elle est diminuée, le système sympathique va l'augmenter et inversement. Voilà, donc c'était la fin de cet exercice. Je vous remercie. Chers étudiants, bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter un autre exercice, toujours dans le cadre des travaux dirigés de la physiologie cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va traiter la notion du couplage excitation-contraction, ou bien le couplage électromécanique, c'est-à-dire la liaison entre l'activité électrique qui est le potentiel d'action et l'activité mécanique qui est tout simplement l'activité musculaire. Alors, c'est un exercice assez simple, c'est un exercice d'application, mais il faut comprendre certaines notions de base. Alors, l'énoncé de l'exercice, les deux tracés suivants qui sont donnés dans la figure A et la figure B montrent le couplage électromécanique potentiel d'action et contraction de deux muscles striés. Les échelles de temps et d'amplitude ne sont pas respectées. Alors, je comprends qu'il s'agit là de l'enregistrement de deux activités, une activité musculaire et une activité électrique qui est le potentiel d'action. Donc là, vous avez le potentiel d'action et l'activité musculaire. Il s'agit de deux types de muscles. On précise, c'est des muscles qui sont striés, différents. Bien sûr, on précise que les échelles de temps et d'amplitude ne sont pas données ou bien ne sont pas respectées dans cet exercice. Alors, on a deux questions. D'abord, la première, de quel type de muscle strié s'agit-il pour la partie A et pour la partie B? Bien sûr, il faut donner une justification à la réponse. Alors, déjà, pour répondre à cette question, en regardant juste l'allure de l'ensemble des tracés, on peut répondre directement à cette question.
et on va observer surtout les activités électriques, le potentiel d'action de ce muscle-là et le potentiel d'action de ce muscle-là. Alors, on voit très bien que les deux potentiels d'action sont constitués par un certain nombre de phases, mais la différence, elle résiste au niveau du tracé B, où on a cette phase ici qui n'existe pas au niveau du premier potentiel d'action. Alors, justement, l'existence de cette phase-là, on l'a déjà vu auparavant. On sait que cette phase caractérise un petit peu le potentiel d'action du muscle cardiaque. C'est ce qu'on avait appelé le plateau, ou bien le plateau de dépolarisation. Alors que cette phase-là n'existe pas au niveau de ce potentiel d'action. Alors, la réponse, elle est simple. La partie B, ça concerne le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, à savoir les cellules musculaires auriculaires et ventriculaires, alors que celui-là, c'est tout simplement, il s'agit d'un muscle squelettique. Par la simple différence que là, on observe qu'il n'y a pas de plateau et là, il y a un plateau. Alors, par la suite, la deuxième question, ça consiste maintenant à comparer les deux activités. Alors, comment on va procéder? On va procéder de la façon suivante. Alors, d'abord, on va comparer les deux activités électriques entre elles. Après, on compare les deux activités musculaires des deux muscles. Et à la fin, on va comparer l'ensemble, c'est-à-dire activité musculaire électrique du muscle squelettique à celle du muscle cardiaque. Et c'est ce qu'on appelle la liaison entre le péricontraction ou bien le couplage électromécanique. Alors, d'abord, si on regarde les deux activités musculaires, hein, donc celles qui sont schématisées en rouge, chaque activité est constituée par deux phases, que ce soit ici ou là, mais on voit que les deux tracés sont presque ou bien ils sont identiques. Pour le muscle squelettique, on a une phase de contraction suivie d'une phase de relâchement. Pour le muscle cardiaque, on a aussi contraction, dite aussi systole, suivie d'un relâchement ou bien diastole. Le mécanisme cellulaire de la contraction musculaire, il est exactement le même pour les deux muscles. C'est toujours, il faut qu'il y ait du calcium, il faut qu'il y ait de l'énergie sous forme d'ATP pour que le mécanisme se déclenche. Fixation du calcium sur la troponine C et ce qui va autoriser la liaison entre les têtes globulaires de myosine et les filaments d'actine. Donc, d'une façon générale, il n'y a pas de différence concernant les deux tracés, hein, les deux activités musculaires. Par contre, on voit qu'il y a des différences énormes concernant les deux activités du muscle, les deux activités électriques des deux muscles. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le potentiel d'action du muscle squelettique, il est composé de trois phases. Celle-ci, c'est la dépolarisation. La deuxième, c'est la repolarisation. Et la troisième, c'est l'hyperpolarisation. Alors, la même chose pour le potentiel d'action du myocarde. Là, c'est bien sûr la dépolarisation. Ça, c'est la phase du plateau. Et la troisième phase, c'est la phase de repolarisation. Et avant chaque phase de dépolarisation, bien sûr, on a le potentiel de membrane au repos. Il est presque identique. Il est négatif, moins 75, moins 80, moins 90 millivolts. Alors, on compare phase par phase. Pour la phase de dépolarisation du muscle, squelettique, comme vous le savez, il s'agit d'une entrée du sodium. C'est une entrée du sodium à travers le canal sodique. Donc c'est un canal de type VOC. C'est une entrée. Au niveau du potentiel d'action, le potentiel d'action du
du muscle cardiaque, la dépolarisation, là aussi, il s'agit d'une entrée du sodium à travers un canal un canal sodique. Et dans les deux cas, ce sont deux canaux qui sont dépendants du voltage. C'est des canaux de type Rock. Alors, pour la repolarisation. Alors, pour la repolarisation au niveau du potentiel d'action du muscle squelettique, là, c'est bien sûr, c'est une sortie du potassium, K+. La même chose pour la repolarisation à ce niveau-là. La repolarisation, c'est une sortie du potassium, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, et c'est des canaux de type Vogt. Pour le sodium ou pour le potassium, dans tous les cas, c'est une diffusion facilitée, c'est-à-dire le déplacement de l'ion, il se fait selon un gradient de concentration qui est décroissant, et ce transport, il est facilité par une protéine qui n'est autre que le canal. Donc, c'est une diffusion facilitée. Ce qui nous reste, c'est la phase du plateau au niveau du potentiel d'action du myocarde. Là, c'est un canal qui fait entrer du Ca2+, donc il fait entrer du calcium de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'il y a des différences, surtout au niveau de la phase du plateau de dépolarisation du cœur. Et grâce à l'existence de cette phase de dépolarisation du cœur, là, la différence, on va la noter aussi, c'est concernant la durée de chaque potentiel d'action qui est tout à fait différente. Là, c'est aux environs de 2 millisecondes. Et là, c'est, on va dire, comme on a dit dans le cours, à peu près 300 millisecondes. Bien. Donc là, on voit qu'il y a certaines parties qui sont identiques, mais surtout, il y a des parties qui sont différentes. Alors, jusqu'à présent, on a comparé les deux activités musculaires séparément, on a comparé les deux potentiels d'action séparément. Maintenant, on va comparer l'ensemble des deux activités. Alors, puisque là, on a une durée qui est différente au niveau des deux potentiels d'action, là, on voit que pour le muscle squelettique, quand est-ce que commence la contraction, donc là, c'est le muscle squelettique, la contraction ne commence qu'après la fin du potentiel d'action. Donc, on va dire que pour ce muscle-là, les deux activités électriques et mécaniques sont séparées dans le temps. Par contre, donc on va noter ici que, PA et contraction sont séparés à 100%. Donc, la contraction ne commence qu'après la fin du potentiel d'action. Ce qui n'est pas le cas pour le muscle cardiaque. Là, on voit que la contraction, elle commence au milieu du potentiel d'action. À peu près, c'est juste après le départ ou bien le commencement du potentiel d'action se déclenche l'activité musculaire. Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on a dit sur le muscle squelettique. On va dire que potentiel d'action et activité musculaire, donc la contraction, il y a une superposition. C'est une superposition. C'est-à-dire que les deux activités ne sont pas séparées dans le temps, ont une superposition ou bien un chevauchement. Donc là, c'est la principale caractéristique du muscle cardiaque, c'est que les deux activités électromécaniques ne sont pas séparées dans le temps, mais sont chevauchées. Mais attention, que ce soit dans le muscle cardiaque ou dans le muscle squelettique, pour que les deux types de muscles se contractent, il faut qu'il y ait une stimulation. La stimulation, elle va déclencher d'abord le potentiel d'action qui sera suivi par l'activité musculaire. Alors, que dans le premier ou dans le deuxième, c'est toujours l'activité électrique qui commence en premier. Après, il y a la contraction qui est séparée ou chevauchée avec la première.
Alors, avec ceci, donc, on a donné les réponses à cet exercice et je vous remercie.